De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, fidèles à De quoi je me mêle, votre rendez-vous high-tech du week-end en ce 12 avril. Je suis très heureux de vous retrouver avec au menu tout à l'heure Victor Jakimovic et ses trouvailles high-tech. Victor sera là, bien entendu, ce sera le retour et on parlera entre autres d'un éthylotest connecté, mais attention, pas n'importe lequel, avec une précision diabolique. Voilà, écoutez, en tout cas, c'est ce qu'il nous promet. On retrouvera Victor tout à l'heure, il testera même cet éthylotest rien que pour vous. En tout cas, merci de nous suivre. Je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mail. Et puis commenter cette vidéo sur la page 01net TV de YouTube. Merci d'être là et bienvenue à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et vous le savez, de quoi je me mêle, c'est pour débuter l'actu high-tech de la semaine, revisité par des pros. Et nos pros cette semaine, c'est Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. La rédaction de 01net.com qui est là, présente sur la place, les amis, avec Jean-Sébastien Zanqui. Et puis, on l'aime beaucoup, vous le savez, il est souvent dans De quoi je me mêle, c'est Gonzague d'Ambricourt. Bonjour Gonzague. Salut François. Qui chaque fois très finement, très subtilement décrypte avec nous toute l'actualité high-tech de la semaine. Alors Gonzague qui est blogueur, qui est entrepreneur, qui est spécialisé dans les réseaux et qui suit évidemment toute l'actualité high-tech pratiquement au quotidien, on peut le dire. C'est vrai. Voilà. Et on va commencer par cette mauvaise nouvelle. Jean-Sébastien, le gouvernement l'a dit, la 5G ne sera pas partout sur le territoire. Ouais, c'est une première piste, c'est pas encore tout à fait une affirmation, mais c'est une première piste qui a été donnée par Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, qui a donné une interview au Monde et qui raconte dans cette interview, je cite, la 5G avec sa faible latence, ses débits bien plus élevés et sa faible portée est bien adaptée pour les entreprises et les zones de forte densité humaine. Donc on lit un petit peu entre les lignes. C'est pas bon pour les vaches, quoi. Voilà, bon, et on se dit, oulala, la 5G, on attendait beaucoup de la 5G justement sur le désenclavement du territoire, sur tout ce qui était très haut débit, en disant que c'était une solution quand même un peu miracle, puisque ça pouvait se substituer à la fibre optique, tout à fait. Ou là où, dans des coins reculés, on ne pouvait pas amener la fibre. Exactement. Et là, quand on entend cette phrase, on se dit peut-être que dans les obligations de déploiement de la 5G pour les opérateurs, quand les licences seront attribuées, malheureusement, ce n'est pas forcément tout le territoire qui va pouvoir en profiter. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des efforts qui ont été faits justement sur la 4G. Il y a des plans 4G justement pour déployer ça dans toute la France. Bon, la 5G, on risque d'avoir un petit peu des réseaux à deux vitesses. En tout cas au début. En tout cas au début, effectivement. Alors rappelons en fait que ça n'enlèvera pas, on va dire, le déploiement de la 4G qui, tout à fait autre chose. À terme, couvrira pratiquement la totalité du territoire. Donc voilà, on peut se dire que est-ce que la 4G pourrait suffire et se substituer à la 5G dans certaines zones. Gonzague, on se rend compte que la 5G, bon voilà, c'est un peu, ça va être un peu compliqué de couvrir tout le territoire. Ce qui est dommage, déjà en fait, c'est rarement tout le territoire qui est couvert. On parle de couverture de la population et qui est couverture à 98%. Restent les 2% qui sont quand même vraiment peu malheureux, c'est-à-dire que tu as des bleds où il y a à peine la DSL. N'allons pas parler de la fibre optique. Alors dans ces villages, plutôt on peut parler de villages, il y a des gens très ingénieux qui créent des associations pour amener la fibre, faire des liens radio, etc. Mais ça reste super compliqué. Donc je suis triste qu'on entretienne cette fracture numérique parce que évidemment, tous les gens qui ont accès à un débit supplémentaire supérieur vont avoir accès à plus d'applications, plus de choses. Et donc on laisse une partie de la population en marge. Alors voilà, si la 5G est remplacée par de la 4G vraiment, parce qu'on n'a pas terminé, c'est ce que je disais, le déploiement, là ça a du sens, et ça peut peut-être suffire dans certaines régions, mais voilà, donc encore une fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui seront laissés sur le bas-côté. Rappelons qu'à quelques dizaines de kilomètres de Paris, par exemple, il y a des endroits où vous n'avez pas de réseau. C'est dingue. Et de toute façon, à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno comme ça a été le cas avec le VDSL, avec la 4G, le gouvernement dit oui, tout le monde va être couvert, machin, puis après, bon, finalement... Non, on a de la chance. C'est une chance, c'est pas qu'une chance de vivre en métropole, mais on a accès à tout ça. Et c'est vrai, si tu vas en campagne, Spotify, Netflix, quand tu as 1 méga en ADSL, tu peux pas, quoi. C'est tout un pan d'usage qui effectivement n'est pas possible dès qu'on n'a pas de haut débit, même sans parler de très haut débit, mais tout simplement du haut débit, effectivement.
On enchaîne avec cette fameuse taxe GAFA qui fait couler beaucoup d'encre, puisque vous le savez, la France a décidé de taxer elle-même, sans attendre de décision européenne plus globale. En fait, les GAFA, parce qu'elle estime qu'ils ne laissent pas assez d'argent chez nous. Exactement, et ça fait des mois qu'on entend parler de cette taxe, et enfin, ça devient concret, puisque la loi a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc 55 voix pour, 4 voix contre, et effectivement, c'est une loi qui va taxer les groupes dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros et dont les activités numériques sont supérieures à 25 millions d'euros. Donc cette taxe sera de 3% du chiffre d'affaires et devrait rapporter plusieurs milliards qui pourront, pourquoi pas, effectivement, financer certaines des décisions prochaines du gouvernement, notamment à la suite du grand débat. Donc voilà, c'est le premier pas de la France vers cette taxe. La France est très isolée en Europe pour l'instant, puisqu'on voit qu'il n'y a aucun pays européen qui l'a encore suivi vraiment là-dessus. Il y a même des pays qui sont vraiment contre. C'est des pays qui, eux, justement, tirent parti de cette cette présence. Voilà, GAFA, comme on pense effectivement à l'Irlande, qui abrite certains sièges européens de parce qu'ils ont on va dire un taux d'imposition qui est plus bas. Voilà, une fiscalité un peu particulière et qui est très avantageuse pour ces boîtes américaines. Tout à fait, qui fait même des taux d'imposition à la carte selon les entreprises. Donc voilà, la France est pionnière sur ce sujet-là. À voir si ça ne va pas desservir la France dans un environnement européen qui n'est pas forcément pour cette taxe-là. Mais en tout cas, c'est le premier pas vers l'adoption de cette loi. Évidemment, il va y avoir les navettes entre le Sénat et l'Assemblée maintenant. Ouais. Mais, alors, Monsieur le maire avait dit que c'était 500 millions d'euros, pas des milliards concernant cette taxe. Je ne sais pas trop. Je ne me rends pas compte de la somme que ça peut réaliser. Mais bien sûr, parce qu'effectivement, on parle d'un pourcentage qui est pas négligeable. Mais le problème, c'est que vont faire ces boîtes? Est-ce qu'elles vont pas trouver un moyen de générer le moins... déjà qu'elles font très peu de chiffre d'affaires en France pour être le moins imposable possible en France. Est-ce qu'elles vont pas aller chercher à faire ce chiffre d'affaires ailleurs? Et c'est pour ça que cette loi elle est assez critiquée, c'est qu'elle ne vient pas du tout régler le problème des GAFA, elle ne vient pas du tout faire qu'on ait des géants du numérique français. Non. Elle vient juste leur prendre de l'argent. Ça va pas empêcher leur hégémonie, ça va pas empêcher Facebook de faire un peu n'importe quoi avec nos données, Google de faire la même chose. Et puis rappelons que ces gens-là, ces boîtes-là ont des tripotées d'avocats, tous plus talentueux les uns que les autres, qui trouveront sans doute, encore une fois, ou des niches fiscales, ou exactement. On va dire des tours de passe-passe pour payer le moins possible. Oui, un petit tour par le Luxembourg, un petit saut par l'Irlande. Voilà, et hop, le problème, c'est à partir du moment où, au sein même de l'Union européenne, il y a des pays qui ont des taux d'imposition plus bas pour les entreprises. Bien sûr. Ça crée une concurrence finalement entre pays. Donc, il faudrait que l'Europe arrive à harmoniser en fait cette taxe pour justement taxer ces GAFA. Et la difficulté de ça, et la difficulté de l'adoption de cette taxe en Europe, c'est que pour tout ce qui est fiscal, il faut que tous les États soient d'accord. Oui. Et s'il y en a un qui dit non, ça tombe à l'eau en fait. C'est ça. Le veto d'un seul suffit. Et voilà. Donc bon. On enchaîne avec une info un petit peu plus réjouissante cette fois-ci, c'est l'association du géant du meuble, Ikea d'un côté, avec le géant on va dire du multiroom. Il s'agit de Sonos. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va démocratiser en fait le multiroom. Oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle pour si vous avez envie d'avoir un petit peu de musique chez vous, dans votre salle de bain, votre cuisine, votre salon, votre chambre. C'est vrai que Sonos propose déjà des solutions. Et cette fois-ci, en s'associant avec Ikea, ils ont créé une lampe qui contient une enceinte et puis une sorte d'étagère également qui contient une enceinte, même si on peut utiliser cette enceinte sans l'accrocher au mur, évidemment. Donc c'est intéressant parce que ça va certainement démocratiser l'usage des produits Sonos auprès du grand public qui connaît pas forcément la marque, même si elle essaie de se faire connaître, évidemment. Et puis, ça va aussi permettre à Ikea d'avoir une offre tech un peu plus riche que ce qu'elle a actuellement, puisque pour l'instant, globalement, la seule chose que propose Ikea dans ce domaine-là, c'est des meubles avec des chargeurs sans fil intégrés. Ce qui est pas mal déjà, moi je trouve. C'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que pour un géant du mobilier, n'avoir que ce genre de produit, quand on parle maintenant d'objets connectés à tout va dans les maisons. La tech est tellement intégrée aujourd'hui, elle peut l'être encore plus. C'est ça. Donc c'est un très bon partenariat, et pour l'un et pour l'autre, qui ont effectivement tout à gagner. Moi j'ai vu au CES de Las Vegas, il y a une petite parenthèse,
un canapé hyper connecté qui était trop cool, avec dans le repose coude, la coudoir en fait, un système de recharge par induction. Il y avait une tablette intégrée qui permettait de piloter sa télé ou sa chaîne IFI, etc. C'était pas mal du tout. Et on voit que, en fait, finalement, ces boîtes d'ameublement pourraient intégrer tout à fait. De manière transparente de la tech. Ça semble assez naturel comme association finalement. Maintenant, on est dans des foyers qui sont complètement pourquoi connectés. pas des luminaires connectés aussi, des choses comme ça. Et donc, alors, on connaît le prix de ces produits-là. L'étagère va être vendue 99 €. C'est une étagère. Je vois pas pourquoi ils appellent ça une étagère. Parce qu'on peut l'accrocher à un mur à un moment. Voilà. Mais bon, on peut la poser sur une table ou sur une étagère. Et puis d'utiliser une enceinte comme étagère, c'est vrai que vous avez le câble électrique qui descend de l'étagère, qui est très très beau. Franchement, c'est superbe. Et donc c'est 99 € cette étagère entre guillemets et 179 € la lampe, et le tout sera disponible à partir du mois d'août. Voilà, chez Ikea donc. Chez Ikea, tout à fait. Et ça marchera, c'est ça qui est cool, avec l'appli Sonos. Bien sûr, ouais, tout à fait. Ça intègre l'application Sonos comme n'importe quelle autre enceinte Sonos de la gamme de cette marque. Donc ça fonctionnera de la même manière dans l'application Sonos. On pourra mettre de la musique sur plusieurs enceintes en même temps, une seule. Voilà, c'est tout à fait quelque chose de transparent sur ce point-là. C'est une bonne nouvelle, hein, Gonzague, ça. Ouais, c'est une bonne nouvelle, c'est assez marrant. Netgear, il se lance dans la borne Wi-Fi qui fait enceinte. Et Ikea se lance dans la lampe qui fait enceinte. Et Ikea a fait déjà aussi des lampes connectées. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'alternative à Philips Hue. Qui s'appelle Tradfree. Ça coûte beaucoup moins cher, un peu moins fiable. Ils faisaient aussi une télé. Je ne sais pas s'ils n'ont pas arrêté ce produit qui était un peu rigolo. Et alors, en parallèle de cette annonce avec Ikea, Sonos, dans le côté plus haut de gamme, se lance avec Sonance. C'est tout à fait simple. Et là, ils font des enceintes qui sont designées pour fonctionner avec les amplis Sonos Amp qui coûtent 699 €, arrondissant à 700, donc déjà un bras, beaucoup moins accessible. Et les enceintes elles-mêmes coûtent entre 700 et 800 €. Donc ils font 2 enceintes que tu peux intégrer dans ton mur. Donc ça, c'est super discret. Et donc tu ne les vois plus. Voilà, presque. Il y en a qu'on peut peindre, mais pas celle-ci. Donc là, tu vas trouver ton mur, l'encastrer dans le plafond. Et des enceintes extérieures, c'est celle qui coûte le plus cher. Produit sympa, un petit peu de luxe quand même. Pour la piscine. Voilà, exactement. Pour le grand jardin. Voilà. Ça, c'est cool. Et donc, ça sort, tu le disais tout à l'heure, au mois d'août. Franchement, c'est une bonne nouvelle. On enchaîne avec une news étonnante concernant Apple. iTunes pourrait disparaître. Oui, c'est quand même étonnant. iTunes qui existe depuis 2001, qui est un des fers de lance de l'image d'Apple, en tout cas du renouveau d'Apple. Perso, ça fait des mois et des mois que je ne me suis servi d'iTunes, finalement. Je m'en sers toujours encore. C'est vrai ? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais toi, t'es mélomane, tu télécharges tes titres et tout. Mais entre Apple Music, enfin, tu vas nous expliquer tout ça, mais ça peut avoir du sens aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est symbolique, mais c'est assez logique dans l'usage. Globalement, iTunes aujourd'hui sur macOS, c'est quand même une sorte d'usine à gaz où il y a plusieurs offres. C'est-à-dire qu'on va retrouver Apple Music pour écouter la musique en streaming, l'iTunes Store pour télécharger, acheter de la musique, acheter des films ou des séries, l'offre de podcast également qui est incluse dans iTunes. Sur iOS, les choses sont beaucoup plus simples parce que tout est séparé. On a une application podcast, une application livre, une application qui va arriver, qui va s'appeler TV, qui elle va pouvoir justement proposer la location et l'achat de séries et de films, et l'application musique qui elle n'a plus que l'utilisation musicale. Et bien ça va être la même chose en fait sur macOS, puisque grâce à la technologie d'Apple qui arrive, qui s'appelle Marzipan, qui est cette techno qui permet de porter les applications iOS vers macOS de manière assez facile pour les développeurs. Les développeurs d'Apple vont justement porter ces applications séparées d'iOS sur macOS. Et donc sur le macOS Store, on aura ces applications qu'on pourra télécharger. Elles sont peut-être même d'ailleurs ça sera dans la mise à jour, certainement 10.15 d'après Mojave de macOS. Et de manière tout à fait logique, comme sur iOS, on aura sur macOS tous ces usages qui seront séparés par différentes applications. Et donc iTunes n'existera plus en tant que tel. Peut-être sera-t-il a priori laissé dans un coin de macOS dans la prochaine version, parce qu'il y a encore des gens quand même qui l'utilisent pour synchroniser si on n'a pas iCloud, on est obligé de synchroniser en fait son iPhone avec iTunes. C'est exactement ça. Donc ce sera certainement encore une petite subsistance d'iTunes dans un coin, mais iTunes en tant que tel, voilà le symbole qui était un peu le symbole du renouveau d'Apple sur les contenus. C'est le symbole de l'iPod surtout. Oui, tout à fait, exactement. Donc voilà, ça risque de changer un petit peu nos habitudes dans quelques mois, mais si vous utilisez un terminal iOS, vous êtes déjà habitué à ce genre d'usage. Bon, Gonzague, est-ce que tout comme Jean-Sébastien, tu te sers encore d'iTunes ? Non. Il y a plus que moi. Non, moi déjà, j'utilise Spotify, je sais,
Je ne suis pas tout Apple, mais déjà beaucoup trop occupé. Non, c'est marrant, ils sont en train d'homogénéiser, c'est difficile à dire, avec Marzipan, comme tu disais. Donc, on se retrouve avec des OS qui sont de plus en plus similaires. Vraiment, on penche aussi vers ce jour où il n'y aura plus de distinction entre macOS et iOS. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, tiens, parce que franchement, ça m'intrigue. Tu te sers d'iTunes pourquoi pour télécharger des titres? Non, mais en fait, je suis abonné à Apple Music et du coup, dans iTunes, je peux aussi gérer les albums que j'écoute, que je télécharge pas en local et ensuite les écouter sur. Mais si demain tu as l'appli Apple Music sur ton Mac, je me servirai plus d'iTunes, c'est clair. Je ne sers plus du tout pour synchroniser quoi que ce soit. C'est vraiment un pur accès à mes fichiers musicaux et à ceux d'Apple Music. Pas de musique piratée, Jean-Sébastien. Non, jamais. Jamais, évidemment. Jamais. Tout ça pour enchaîner avec Facebook, tout à fait. Qui pourrait être un vecteur de piratage. Oui. Bon, on l'est déjà. Voilà, on le sait, Facebook a souvent permis aux gens d'échanger des liens torrent. Il y avait des groupes privés pour ça. A permis à certains d'encoder des vidéos YouTube et les rediffuser sur Facebook. Là, il y a un nouvel. Il y a même des matchs de foot qui ont été diffusés sur Facebook. C'est vrai, par le PSG même qui s'est trompé d'audience. Effectivement, un match de Ligue des Champions. Tout à fait. Et là, c'est vraiment un autre système qui est, je trouve, assez marrant dans l'usage, parce que en fait, Facebook en novembre a lancé un système qui s'appelle Watch Party, qui permet en fait de regarder une même vidéo avec tous ses amis et de tous commenter la vidéo en même temps. Donc c'est plutôt sympa, vous allez faire votre vidéo de vacances à la limite, au lieu de faire la soirée diapo chez vous, vous allez faire la soirée vidéo avec vos potes. Je diffuse quelque chose et mes amis peuvent le voir. Exactement, je me connecte, je regarde ta vidéo, je la commente en même temps, tu es ici, c'est une bonne idée. On en discute, c'est plutôt sympa. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de vidéos de vacances. Qu'est-ce que ça implique comme usage? C'est que certains n'ont pas hésité à commencer à diffuser des films, des séries, des émissions télé dans des groupes fermés avec ce système. Oui, parce qu'il faut que ce soit fermé en fait, que ce soit dans un groupe fermé. C'est en général fermé, c'est plutôt privé, des usages, on va dire, plutôt restreints. Mais bon, certains groupes avaient plus de 110 000 membres quand même. Donc, c'est beaucoup. Ces groupes commençaient à diffuser. Ça fait un grand cinéma. Ça fait un grand cinéma. Ils commençaient à diffuser des films sur leur groupe avec Watch Party. Les 110 000 membres sont notifiés en même temps, pas une notif Facebook, diffusion du film. Donc tout le monde arrive, tout le monde regarde son film. Mais alors ce qui est marrant quand même, c'est qu'effectivement, ça c'est du piratage de masse, mais il y avait un usage qui était quand même rigolo, c'est que malgré tout, il y avait des sortes de ciné-clubs qui s'étaient créés par des vrais gens qui aiment vraiment le cinéma, qui se sont dit, votez pour quel film? Qu'est-ce que vous voulez voir comme film? Donc les gens votaient, ils regardaient le film, et puis après le film, il y avait des débats. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Donnez votre note, etc. C'est les dossiers de l'écran, version 2.0. Facebook a réussi à apporter une sorte de couche sociale au piratage, qui est quand même assez marrant comme usage. Donc voilà, malheureusement, c'est Business Insider qui a sorti cette info. Malheureusement, là, Facebook, ou heureusement, je ne sais pas, mais commence à fermer ces groupes qui sont effectivement problématiques. Oui, parce que les ayants droit vont leur tomber dessus. C'est ça. Et ça ferait un problème supplémentaire pour Facebook. Ils n'ont pas besoin de ça. Qui commence à avoir pas mal. Pourquoi tu parles de problèmes chez Facebook et non aucun problème. Tout va bien chez Facebook. Oui, tout va bien. Ils s'excusent tous les mois. Oui, c'est vrai. On est désolé. Oui, ça va aller mieux. Mais ça va aller mieux bientôt. C'est ça. Mais en plus, c'est marrant parce que c'est un usage qui est dans des groupes fermés et c'est un peu l'usage que veut donner Mark Zuckerberg au futur de Facebook en disant non, mais ça serait bien que maintenant on commence à parler dans des communautés plutôt privées où on peut justement gérer la confidentialité de ces données. Ben, on voit aussi ce que ça peut donner, ce genre d'usage. C'est pas forcément l'idéal pour Facebook et c'est pas la solution à tous leurs problèmes. En même temps, ça me rappelle juste vaguement le tout début des cassettes VHS. Alors, si vous êtes vraiment jeune, vous ne connaissez pas ça, mais les gens pirataient les films et les stockaient sur des cassettes vidéo. Et c'était tout nouveau. Tu pouvais enregistrer la télé et la rediffuser. C'est quand même assez génial. Prêter les cassettes aux potes, justement. Voilà, exactement. Non, moi, j'aime bien cette couche sociale. Alors, il faudrait qu'elle ait un côté légal aussi, ce serait pas mal. Ouais, mais comment la légaliser, cette couche sociale? Netflix, tu fais un petit plugin Netflix qui permet de regarder ensemble un film sans entendre les autres manger du popcorn. Mais il faudrait que tout le monde ait l'appli, enfin en tout cas, tout le monde, les personnes qui se connectent, aient l'abonnement Netflix. En fait, les contenus sont parfois disponibles sur plusieurs plateformes. Donc, de la même façon que l'appli Apple TV sait agréger un film dispo sur 3 plateformes, tu pourrais dire lisez-le sur la plateforme de votre choix, Amazon Prime Video, Netflix, HBO, etc. Et commentez-le.
Pourquoi pas? Ouais, ça serait quelque chose de plutôt sympa. Gonzague, il faudrait que Tiens, un business. C'est une bonne idée de start-up. Faudrait que tu ailles voir Marc. Non, tu sais que je déteste Facebook. Ouais, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus. Enfin, moi, alors je ne sais pas pourquoi, mais je suis de moins en moins sur Facebook. Moi, je l'utilise plus du tout. Et c'est quand même un signe, parce que. Tu sais que les gens vraiment jeunes, c'est-à-dire plus jeunes que nous, ne sont pas sur Facebook. Ils sont sur Snapchat, ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok. Facebook, ils ont jamais Exactement, c'est un truc de vieux. Et en fait, maintenant, les notifs, elles n'ont plus aucun sens. Si tu es pollué d'infos, finalement, les gens que je vois sur Facebook sont plutôt âgés, retraités, se font chier, machin, et postent, regardez ma petite fille, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et trop cool. Côté communautaire sympa qui a disparu de chez nous, de notre usage. Aujourd'hui, c'est que je te pousse de la merde, machin, des trucs, on n'a rien à faire. C'est plus du tout personnel. C'est vrai que. Et il y a eu toutes les affaires de manipulation pendant les élections qui font que la confiance dans Facebook, c'est érodé. Commence à être. Et puis, moi, alors, il y a un dernier truc, c'est vrai qu'on reçoit tout le temps des notifications sur Facebook, mais qui n'ont aucun sens. En fait, ce sont des notifications qui sont générées par des bots, mais c'est pas des vraies notifications, en fait. Et on sent que la notification est là pour attirer l'œil, parce que vous dites, ouais, j'ai des notifs, mais en fait, c'est des trucs à la con. Et en fait, on est plus souvent notifié sur l'usage qu'ont nos amis de Facebook que des contenus qu'ils peuvent poster. C'est par exemple, machin truc va participer à tel événement, Jean-Pierre va pouvoir. Enfin, il y a des choses à liker ceci. Enfin, du coup, on n'a plus vraiment d'infos sur nos amis, ce qui était quand même le truc le plus sympa de Facebook à la base. On a juste qu'est-ce qu'ils font sur Facebook. En fait, je m'en fiche complètement. Donc voilà. Le débat pour ça que j'ai arrêté. Ils se cherchent. Ils ont lancé une application qui s'appelle Local qui permet de voir les événements. Ils vont lancer un truc de dating apparemment. Oui, ça fait un moment ça d'ailleurs. Ils en parlent depuis un moment. Ça serait ils du en parlent dating depuis gratuit. un peu plus d'un an. Voilà, gros concurrent de Tinder. Donc Facebook se cherche et ses utilisateurs se perdent. Et peut-être n'ont-ils pas dit le dernier mot surtout. Merci beaucoup Gonzague. Gonzague d'Ambricourt et Jean-Sébastien Zanqui pour ce De quoi je me mêle. Vous restez avec nous. Victor Jakimovic, notre maître à tous, sera là dans un instant pour sa sélection de printemps de produits high-tech. Merci de nous suivre en tout cas, que ce soit en version audio sur rmc.fr ou la version vidéo sur 01nettv.com ou sur YouTube. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.